Chapitre 4. La science du lâcher-prise. Embrasser l'incertitude. Je te parle comme à un ami assis près d'un feu, dont les braises rougeoient doucement. Je suis Al-Nilam, et ce soir, je propose que nous apprenions ensemble l'art de lâcher-prise. Pas comme une formule magique, mais comme une méthode issue de la biologie, de la physique et de la sagesse humaine. Ferme les yeux un instant si tu veux. Sens le poids des épaules, le son de ta respiration. Il y a une force ancienne qui nous pousse à tenir, à contrôler, à prévoir. Mais l'univers, au plus petit comme au plus grand, n'est pas tributaire de nos plans. Le principe d'incertitude de Heisenberg nous rappelle qu'au niveau quantique, il existe une indétermination fondamentale. Les particules ne se laissent pas enfermer dans des certitudes absolues, et nous non plus. Tu peux imaginer le cerveau comme un projecteur qui tente sans cesse d'anticiper l'avenir. Les réseaux cérébraux de prévision, menés par le cortex préfrontal, bâtissent scénarios. Face à l'inconnu, l'amygdale s'active, elle s'allume comme un signal de feu, déclenchant vigilance et anxiété. Les chercheurs montrent que l'intolérance à l'incertitude est un facteur transdiagnostique de l'anxiété. Une idée documentée dans des revues scientifiques qui lie la tendance à fuir l'incertitude à des états anxieux chroniques. Mais la bonne nouvelle que la neuroscience nous offre est que le cerveau est plastique. La pratique de l'acceptation change la chimie des circuits. Des études en méditation de pleine conscience, comme celle synthétisée par Britta Holzel et ses collègues, montrent une réduction d'activité de l'amygdale et une plus grande connexion avec le cortex préfrontal, favorisant la régulation émotionnelle. Imagine une scène. Tu marches sur une falaise au crépuscule. Le vent suggère des chemins que tu n'avais pas prévus. L'homme qui tient ta main veut savoir tout de suite comment finir la montée. Tu sens l'envie de serrer plus fort. Lâcher prise est comme desserrer la main sans lâcher la personne. Tu acceptes la sensation d'instabilité sans te cramponner aux certitudes. Cette acceptation active un autre système, le nerf vague, maître discret de la régulation du cœur et de la respiration. La théorie polyvagale de Stephen Porges explique comment une respiration lente et une attention chaleureuse renforcent le tonus vagal, augmente la variabilité de la fréquence cardiaque et rend le corps apte à rester ouvert face à l'incertitude. Quelle petite chose, cet espace entre deux battements pourrait changer ta façon de voir l'avenir. Le lâcher-prise n'est pas passivité, c'est une posture courageuse, une stratégie active. Les thérapies d'acceptation et d'engagement développées par Stephen C. Hayes et d'autres enseignent la flexibilité psychologique, accueillir les émotions sans se laisser diriger par elles, agir en lien avec ses valeurs malgré l'inconfort. Des essais cliniques montrent que l'ACT réduit l'évitement et améliore le fonctionnement même quand l'incertitude persiste. Sur le plan historique, pense aux navigateurs qui partaient en mer sans carte complète. Ils ont appris à lire les étoiles, à ajuster leur voile face à des vents inconnus. Les explorateurs ne recherchaient pas le contrôle total, ils apprenaient à répondre. De la même façon, apprendre à tolérer l'incertitude transforme la peur en compétence. Les neurosciences indiquent que l'exposition graduée à l'incertitude, comme dans les thérapies d'exposition, réduit l'hyperréactivité de l'amygdale. L'organisme découvre que l'incertitude n'est pas nécessairement catastrophique. Pratique maintenant un geste concret. Respire pendant 4 temps, retiens pendant 4, expire pendant 4. Observe la vague d'incertitude qui monte et qui redescend. Donne-lui un nom neutre, curiosité, vent, nuage. La simple action de nommer une émotion engage le cortex préfrontal et diminue l'intensité ressentie. C'est un pont entre l'instant et le choix. Si tu acceptes l'incertitude, tu permets aussi au futur d'être créatif. Les expériences en physique montrent que les systèmes probables accueillent des émergences inattendues. Dans nos vies, en arrêtant de verrouiller chaque issue, nous libérons des possibles que le contrôle aurait écrasés. Le lâcher-prise ouvre des fenêtres sur l'imprévisible, et parfois ce sont des fenêtres qui donnent sur des paysages que nous n'aurions jamais imaginés. À quel endroit précis de ta vie pourrais-tu desserrer ta prise, ne serait-ce que d'1 centimètre, pour voir ce qui arrive? Il arrive que lâcher prise fasse peur, car c'est accepter de vivre sans garantie,
Mais vivre sans garantie est aussi la condition de toute création. Les artistes, les scientifiques, les amants, tous naviguent l'inconnu. Le défi n'est pas d'éliminer l'anxiété, mais de l'embrasser comme une compagne de route, de l'écouter sans en faire le capitaine. Les pratiques quotidiennes, respiration, étiquetage des émotions, petites expositions à l'incertain, choix alignés avec les valeurs, sculptent un cerveau plus agile. Elles créent un espace intérieur où l'on peut se tenir solide sans rigidité. Avant de nous quitter un instant, imagine une rivière. L'eau ne peut retenir chaque pierre, elle contourne, polie par la rencontre. Lâcher prise, c'est apprendre à être cette rivière, à laisser couler ce qui doit passer sans s'identifier à chaque vague. Quelle rivière veux-tu devenir ici et maintenant? Respire encore, si tu veux, reprends ce texte demain matin et chaque fois que la peur de l'inconnu te serre, le plus petit geste répété transforme la trajectoire. Le lâcher-prise est une science parce qu'il a des mécanismes observables, mesurables et entraînables, et c'est un art parce qu'il exige du cœur et de la poésie. Marche, vacille, réajuste et accueille l'inattendu comme une invitation à grandir. Chapitre 5. Ta nuit à lire cet audiolivre, l'aube d'une réalité réinventée. La nuit avance comme un grand rideau de velours. Tu entends le souffle du monde qui ralentit, les lumières lointaines qui deviennent des constellations domestiques. Al-Nilam te parle lentement, presque en confidence, et la voix semble créer un espace où tout peut se déposer. Ton corps se détend, ton esprit s'ouvre sans effort, prêt à accueillir une autre façon de voir les choses. Dans ce silence choisi, il existe une promesse discrète. La nuit peut devenir laboratoire. La nuit peut être forge où se réinventent les passibles. Imagine que chaque pensée est une goutte dans un lac. Certaines gouttes font des ondulations et s'estompent. D'autres déclenchent un remous qui transforme la surface. Les neurosciences modernes le confirment. La plasticité cérébrale, démontrée par des chercheurs comme Michael Merzenich et par des dizaines d'études depuis les années 1990, montre que le cerveau reconfigure ses circuits en fonction des pratiques répétées. Ce que tu fais ce soir, même en silence, laisse une empreinte. Les méditations guidées ont été associées à une augmentation de l'épaisseur corticale dans des études de Sarah Lazar et Cole en 2005. Ce qui paraissait immobile hier peut changer demain. Tu n'as pas besoin d'une transformation spectaculaire pour modifier le cours de ta vie. Parfois, il suffit d'un geste nocturne prolongé, d'une lecture qui devient conversation intime, d'une intention posée avec douceur. Les physiologistes racontent que les expectations modifient la physiologie. L'effet placebo, étudié par Fabrizio Benedetti et d'autres, active des circuits de dopamine et d'opioïdes endogènes. Ton esprit qui croit peut tramer les conditions d'une vraie modification corporelle. Les mots que tu écoutes ce soir ne sont pas de simples vibrations. Ils organisent des attentes, ils sculptent des chemins neuronaux. Pose-toi maintenant cette question. Quelle petite habitude nocturne pourrais-tu adopter ce soir qui, répétée 100 fois, changerait la trajectoire de ta vie dans un an? La physique quantique apporte une image qui n'est pas magique mais éclairante. L'expérience de la double fente rappelle que l'acte de mesurer influe sur la manifestation. Ce n'est pas que la conscience crée tout, mais la relation entre observateur et observé est plus subtile que ce que l'intuition propose. Quand tu choisis de porter attention, tu modifies la manière dont les choses se présentent. C'est une invitation à devenir observateur actif plutôt que spectateur passif. Et puis, il y a la mémoire, fragile et malléable. Les recherches sur la reconsolidation mémoire, menées par Karim Nader et d'autres depuis les années 2000, montrent que chaque rappel peut être une opportunité de transformer la mémoire elle-même. Ce soir, en relisant des épisodes anciens avec une nouvelle lumière, tu peux éditer la charge émotive d'un souvenir. La nuit est temple de recomposition. Tu peux reprendre les pièces du passé et les recoller avec une colle nouvelle. La respiration s'approfondit. Les images deviennent des coupes de films, des scènes que tu regardes de l'intérieur. Tu te vois plus grand, plus calme, avec des objectifs plus nets. Les neuroscientifiques du sommeil disent que le sommeil lent et le sommeil paradoxal participent à la consolidation des schémas et à la créativité. Des études montrent que le rêve facilite la résolution de problèmes et la recombinaison d'idées.
Ce que tu poses comme intention avant de dormir a plus d'influence que tu ne le penses. La nuit n'est pas un vide, elle est un atelier qui travaille pendant que la conscience se repose. À présent, une question s'impose à toi. Quelle intention simple et aimante peux-tu formuler avant de fermer les yeux ce soir afin que ton cerveau commence à peindre ce que tu veux vivre? Il existe une histoire humaine qui se répète à travers les âges. Les grandes transformations commencent souvent par une décision intime prise la nuit. Les artistes, les inventeurs, les penseurs ont souvent trouvé leur pivotement pendant les heures calmes. Parfois, la seule différence entre une vie qui suit le vague courant et une vie choisie est une nuit où l'on a lu quelque chose qui a brisé un schéma ancien. Cette rupture est souvent lente, discrète, puis elle devient irréversible. Alors, comment habiter cette transition sans violence inutile? Commence par ralentir. Ralentis le rythme des jugements. Remplace la critique par la curiosité. Les études sur la mentalité de croissance de Carol Dweck montrent que croire dans la capacité d'évolution favorise l'engagement et la résilience. Si tu acceptes que le cerveau change, tu t'offres la permission d'essayer, d'échouer et de recommencer. La nuit offre un filet de sécurité. Ces heures plus calmes réduisent la pression sociale et ouvrent un espace pour tester de nouvelles narrations. Écoute encore un peu. Sens le poids de la nuit transformer son énergie en possibilité. Respire et laisse venir des reformes douces. Tu n'as pas à savoir tout de suite comment le futur sera. Tu as à poser des actes cohérents, répétés. La combinaison du geste nocturne, de l'intention sincère et de la répétition est une alchimie simple et puissante. La réalité n'est pas une pierre fixe. Elle est une matrice qui se modèle selon les forces que tu y appliques. Dernière question pour clore cette veillée. Si demain matin, tu te réveilles avec une plus grande clarté, quel premier petit pas feras-tu pour rendre cette nouvelle perspective tangible? Les premières lueurs apparaissent. Tu sens déjà que quelque chose a bougé. Ce chapitre est une veilleuse pour toi. Garde-la au bord du lit. Demain, quand le monde redeviendra bruyant, rappelle-toi que la nuit était un laboratoire et que tu es l'artisan de ta propre aube. Al-Nilam te salue doucement et te laisse avec une certitude calme. La réalité se réinvente quand tu acceptes d'en être l'auteur. Chapitre 1. L'éveil silencieux, le souffle secret de ta réalité. Le réveil silencieux commence bien avant que les yeux ne s'ouvrent. Il y a un souffle qui traverse la peau du monde. Un souffle qui ne porte pas de bruit, mais qui modifie la couleur du ciel, la densité de la pensée, la courbure de ce que nous appelons quotidien. Imagine une ville encore mi-endormie. Les lampadaires suintent une lumière chaude. Une femme attend au bord d'un tram. Un homme plie une messagerie dans sa poche. À ce moment exact, des milliers de micro-décisions se forment. Elles naissent avant que la conscience ne se déclare. Des neuroscientifiques comme Benjamin Libet ont mis en évidence que le cerveau commence à préparer une action quelques centaines de millisecondes avant que la personne sente qu'elle décide. Cette observation ne vole pas la liberté, elle propose un mystère. Qu'est-ce qui est présent dans ces instants précédant la conscience? Dans la profondeur de la matière grise, des circuits se reparent, se tissent et se détissent. Norman Doidge et Michael Merzenich ont révélé la plasticité du cerveau, sa capacité à se transformer selon les habitudes et selon l'intensité de l'attention. Cela signifie que ce souffle silencieux que tu caches peu à peu devient architecture. Ce que tu regardes souvent, ce que tu nourris souvent, prend forme. Et parfois, dans la chambre tranquille, une intention minuscule enclenche la création d'une vie nouvelle. Le réveil est aussi un écho historique. Depuis les stoïques comme Marcus Aurelius jusqu'aux sages bouddhistes, les hommes ont appris à écouter le silence entre deux respirations. Ces traditions avaient sa propre science, l'observation de la pensée et la régulation des émotions. Aujourd'hui, la neuroscience valide ces vieux chemins. Des études sur la méditation montrent une corrélation entre pratiques régulières et modifications mesurables du cortex préfrontal, région liée à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. Le message est simple et radical. Ton intérieur influence l'extérieur. Et que dire de la physique quantique, liée par certains au langage de la conscience ?
Les expériences de la double fente et les vérifications expérimentales d'Alain Aspect montrent que la présence du détecteur modifie le comportement des particules. La nature semble être sensible à la manière dont on la mesure. C'est une invitation à considérer que l'observation n'est pas neutre. Alors je te demande maintenant, quel souffle simple, imperceptible est en train de modeler aujourd'hui ta réalité? Regarde la scène. Ce souffle peut être une habitude de pensée, une phrase répétée, un geste révélé. Il peut être une peur ancienne ou une curiosité naissante. Tout commence par une micro-intention. Plantons cette idée. La vie se transforme sous l'effet d'un souffle répétitif, comme le vent qui polit une pierre. Les histoires des personnes qui changent leur vie sont souvent des séquences de micro-gestes alignés. Un homme qui décide d'écrire une phrase par matin. Une femme qui marche 15 minutes avant le travail. Ces gestes sont insignifiants en apparence, mais la répétition les rend architectes. Neurosciences et psychologie comportementale le confirment. L'accumulation de petites actions modifie les circuits neuronaux et les attentes mentales. Daniel Kahneman a montré combien les heuristiques et les schémas dominent nos jugements. Mais ces schémas peuvent être remplacés par des scripts choisis. Tu n'es pas condamné par un réflexe, tu peux en cultiver un autre. Visualise maintenant une scène cinématographique. Tu es assis face à une fenêtre. La ville respire, un rayon traverse la pièce. Une mémoire ancienne remonte. Tu observes sans juger. Ce simple fait de regarder, de nommer la sensation, active le cortex préfrontal et diminue le repli automatique de l'amygdale, selon les travaux d'Antonio Damasio sur le rôle des émotions dans la décision. Nommer ce qui arrive, dire mentalement « je vois, je sens » calme le fleuve. La conscience est un instrument silencieux. Elle n'a pas besoin de grandes déclarations pour être créative. Elle a besoin de présence. Le souffle secret de ta réalité est l'attention que tu portes à chaque seconde. Cette attention est une petite lampe qui peut éclairer des pièces obscures, rassembler des fragments, aligner l'intention et l'action. Je t'invite à un petit rituel. Dans les 5 prochaines respirations, observe une chose qui te rend curieux. Rien de spectaculaire. Une nuance de couleur, le rythme d'un pas, la température de l'air. Observe sans transformer. Ce simple exercice, répété, redéploie le souffle qui gouverne ton monde. Avant de clore ce premier chapitre, souviens-toi des preuves. La plasticité cérébrale de Merzenich, les indices de Libet, les effets de la méditation sur le cortex, les implications de la physique quantique sur la présence. Tout concourt à une leçon humble. Tu as plus d'influence que tu ne le crois. Le monde répond à l'endroit d'où tu observes. Je te propose une autre question. Si tu pouvais sélectionner un seul petit geste pour orienter ta journée, lequel choisirais-tu et pourquoi? Les réponses ne sont pas immédiates. Elles demandent lentement d'installer une présence douce. Cela prend du temps, cela prend de la répétition. Mais chaque souffle que tu portes à ta réalité transformera son visage. Et lorsque tu reviendras à la fenêtre, peut-être verras-tu que le matin a changé de couleur. Une dernière question pour rester avec ce silence vivant. Quel rôle veux-tu donner à ton attention dans la construction de ta réalité? Le réveil continue. Le souffle est la clé. Observe, choisis, agis dans la douceur. Le narrateur reste avec toi, comme une lampe qui ne juge pas, seulement éclaire. Chapitre 2. Le pouvoir des pensées. Sculpter ta destinée invisible. Tu avances dans une pièce au clair-obscur. La caméra longe tes pas, capte le souffle court, la tension douce d'un muscle qui hésite. Ici, dans le silence de ton esprit, se déroule un atelier secret où naissent les formes invisibles de ta vie. Les pensées sont les outils, des ciseaux minuscules qui façonnent, poncent, parfois brisent. Elles n'ont pas de matière et pourtant elles laissent des empreintes profondes. Imagine un potier devant l'argile. Il ne prononce aucun sort. Il touche, presse, repousse. La matière se plie. De la même façon, tes schémas mentaux, tes répétitions intérieures organisent le monde autour de toi. La neuroscience le confirme.
Michael Merzenich et d'autres pionniers ont montré que le cerveau se réorganise selon l'usage, que les connexions synaptiques se renforcent ou s'effacent selon les habitudes. Eric Kandel a prouvé que la mémoire change la structure même des neurones. Autrement dit, penser n'est pas seulement ressentir, penser construit. Regarde la lumière à travers une fenêtre poussiéreuse. Chaque rayon révèle des particules en suspension, comme si l'observation rendait visible ce qui était caché. En physique quantique, la fameuse expérience des fentes et les travaux d'Alain Aspect sur l'intrication nous disent que le rôle de l'observateur est inévitable dans la mesure. Les interprétations varient, mais un fait persiste. Ce que nous mesurons dépend du cadre d'observation. À l'échelle humaine, cela signifie que la façon dont tu regardes ton monde influe sur ce que tu y trouves. Il y a aussi la force de la croyance. Le placebo, étudié depuis Henri Becher en 1955 et confirmé par des décennies de recherche, montre que la croyance peut produire des effets physiologiques tangibles. La croyance active des réseaux cérébraux, libère des endorphines, module la douleur. Barbara Fredrickson, avec sa théorie Broaden and Build, a démontré que les émotions positives élargissent la perception et construisent des ressources psychologiques durables. Chaque pensée positive, répétée et incarnée, devient un petit levier qui finit par soulever des charges inattendues. Et pourtant, il ne s'agit pas de magie naïve. Le chaos cohabite avec la volonté. Il y a des contraintes biologiques, sociales, des accidents imprévisibles. Mais entre ces éléments, il y a une marge d'intervention, un espace de plasticité où tes choix internes sculptent ta trajectoire extérieure. Ta pensée n'est pas l'unique sculpteur, mais c'est une main puissante, souvent sous-estimée. Ferme un instant les yeux et remonte le fil de ta vie. Quels dialogues internes t'ont guidé lors de moments décisifs? Quelles phrases, répétées comme un rythme secret, t'ont freiné ou propulsé? Nos mots internes ont des conséquences mesurables. Des études en imagerie cérébrale, notamment celle de Richard Davidson, montrent que la méditation et la régulation émotionnelle modifient l'activité du cortex préfrontal et du réseau en mode défaut, réduisant la rumination et améliorant la résilience. Tu n'es pas condamné à tes pensées d'hier, ton cerveau est un matériau malléable. Que se passerait-il si tu choisissais intentionnellement de remodeler ces phrases intérieures? Prends une image. Une bulle de savon gonfle dans ta paume. À l'intérieur, un paysage possible. Un lendemain où tu agis avec plus de clarté, où tes réactions ne dictent plus tout. Les techniques de la thérapie cognitive comportementale, initiées par Aaron Beck, enseignent que changer les schémas cognitifs transforme l'émotion et l'action. Ce n'est pas seulement du conseil moral, c'est une transformation neurobiologique que la répétition rend durable. Écoute maintenant le tempo d'un cœur qui s'apaise. La cohérence cardiaque, la respiration consciente modulent le système nerveux autonome. Des études expérimentales montrent que ces pratiques réduisent le cortisol et améliorent la capacité décisionnelle. Une pensée apaisée a des effets physiologiques, une pensée anxieuse aussi. Le pouvoir n'est pas uniforme, il est nuancé par la posture du corps, la respiration, l'environnement. La carte apparaît progressivement. Tes pensées dessinent des routes, elles attirent des personnes, des opportunités, mais elles te préparent surtout à les reconnaître. Les neurosciences sociales, la psychologie de l'attention nous apprennent que notre perception est filtrée par nos attentes. Nous voyons ce que nous sommes prêts à voir. Ton état interne choisit donc les détails que tu remarques et ceux que tu ignores. Quelle première pensée aujourd'hui est capable de changer la trajectoire de ta journée, puis de ta vie? Il y a une pratique simple, presque sacrée, que j'aimerais te proposer comme une expérience. Chaque matin, pendant 5 minutes, observe les pensées comme des nuages qui passent. Nomme-en une, sans t'y accrocher. Réoriente ton attention vers une intention choisie. Gratitude, curiosité, courage. Les recherches sur la méditation ont montré que 5 à 10 minutes quotidiennes suffisent à déclencher des changements mesurables en quelques semaines. Ce n'est pas spectaculaire au début, c'est comme planter une graine, puis l'arroser régulièrement. Au fil des jours, tu constateras des variations.
Tes relations s'alimenteront différemment, ton travail prendra d'autres couleurs. Et surtout, tu découvriras que l'intérieur n'est pas un désert fixe, mais un atelier vivant capable de remodeler la matière de ton destin. Alors, maintenant, que souhaites-tu sculpter ? Quelle forme invisible mérite que tu y consacres ton attention, ta discipline, ton amour ? La réponse est à la fois intime et politique. Elle change le monde parce qu'elle te change toi. Al-Nilam reste à tes côtés, murmurant que chaque pensée est une étincelle et que tu peux apprendre à allumer avec sagesse le feu qui éclaire ton chemin. Chapitre 3. L'alchimie des émotions. Transmuter la souffrance en lumière. Je marche dans une pièce où la lumière arrive en rayons découpés, comme si l'air lui-même avait été tamisé par des filtres invisibles. Mon nom est Al-Nilam, et je vous invite à rester ici un instant, à sentir le bois sous vos doigts, à écouter le silence entre deux respirations. L'alchimie dont je parle ne relève pas des fours des anciens, ni des élixirs que murmuraient les alchimistes médiévaux, mais d'un feu plus intime, celui qui transforme la douleur en clairvoyance, la peine en puissance créatrice. Imaginez que votre émotion la plus lourde soit une masse de métal sombre, froide au toucher. L'idée n'est pas de nier sa densité, mais d'apprendre à l'embraser avec un feu nouveau, un feu gouverné par la compréhension et la plasticité du cerveau. La neuroscience nous dit que le cerveau est plastique, modifiable par l'expérience. Des travaux de recherche, comme ceux rapportés par Sarah Lazar et son équipe à Harvard, montrent que la méditation peut augmenter l'épaisseur corticale dans des zones liées à l'attention et à la régulation émotionnelle. Et d'autres études soulignent une diminution de la réactivité de l'amygdale, notre centre de l'alerte, après des pratiques régulières de pleine conscience. Ce n'est pas une promesse magique, mais une carte. Les chemins neuronaux se creusent lorsque nous les empruntons. Il y a aussi la sagesse du corps. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, nous rappelle que notre système nerveux régule notre capacité à nous sentir en sécurité et connectés. Lorsqu'il perçoit une menace, il active des réponses archaïques qui ne cherchent pas la transformation mais la survie. L'alchimiste intérieur, au contraire, apprend à sentir ses poussées, à nommer la peur, puis à utiliser la respiration, la voix, le rythme pour revenir dans un espace où la transformation devient possible. Quel poids portez-vous aujourd'hui et où, dans votre corps, il s'installe quand vous pensez à cette blessure ancienne ? L'histoire nous offre des images puissantes. Carl Jung voyait dans l'alchimie médiévale la métaphore du travail psychique. Les opérations sur le plomb symbolisent le trajet intérieur vers l'or, vers l'individuation. Jung a compris que les images et les symboles ne sont pas du simple folklore, mais des instruments de transformation. Dans notre jargon moderne, l'individuation pourrait se traduire par la capacité à intégrer nos parts sombres, à donner de la lumière à ce qui était resté caché. La physique quantique apporte elle aussi une métaphore étonnamment utile. Le principe d'observation, la sensibilité des systèmes quantiques à l'acte même d'observer, ne signifie pas que la pensée crée automatiquement la réalité, mais qu'il existe une relation intime entre observation et changement. En présence d'une émotion, lorsque nous l'observons sans jugement, nous créons un écart où l'énergie peut se réorienter. L'entrelac des relations à distance, l'intrication, nous rappelle aussi que nos états intérieurs ne sont pas isolés. Nous influençons et sommes influencés subtilement par ceux qui nous entourent. Transmuter la souffrance n'est pas annihiler la douleur, mais l'écouter jusqu'à ce qu'elle cesse de hurler. Cela implique des gestes concrets, nommer la douleur, cartographier ses contours, parler avec un ami, écrire sans censurer, prendre des pas précis vers le mouvement et l'art. Norman Doidge a raconté combien des pratiques répétées peuvent modifier des circuits neuronaux anciens. La souffrance, quand elle est travaillée, laisse place à d'autres réponses. Vous devenez l'alchimiste qui choisit la recette, la fréquence, la température intérieure.
Si vous pouviez parler à votre douleur comme à un enfant effrayé, que lui diriez-vous et que pensez-vous qu'elle vous répondrait? Il y a des moments où l'on croit que la lumière viendra de quelque chose extérieur, un salut attendu. Mais souvent, la transformation commence dans la constance silencieuse. Un souffle posé au milieu de la tempête, un acte répété même lorsqu'il semble dérisoire. La compassion envers soi-même déclenche la libération d'ocytocine, hormone qui favorise le lien et la sécurité. Antonio Damasio nous rappelle que les émotions sont le fondement même de la prise de décision et du sens. Les émotions ne sont pas des obstacles à la rationalité, elles sont la matière première de toute vraie sagesse. En pratiquant l'attention portée, en apprenant à danser avec la peur, on peut tisser à partir des cendres une trame de lumière. L'alchimie émotionnelle exige patience et courage. Patience pour laisser les processus invisibles opérer. Courage pour accueillir ce qui est laid et aimer à la fois. À chaque pas, la biologie se modifie, les neurones se réorganisent, les histoires se réécrivent dans la chair et dans la mémoire. Quelle histoire voulez-vous réécrire aujourd'hui avec la main que tient le feu de votre conscience? La souffrance transmutée devient source, elle nourrit la créativité, aiguise l'empathie, offre une voix qui sait parler au creux des autres douleurs. Ce n'est pas un état final, mais une habileté, un art qui se cultive. Respirez, sentez l'étreinte légère de votre corps qui vous rappelle que la transformation est possible. Les anciens alchimistes murmuraient sur les métaux. Vous, aujourd'hui, travaillez avec le métal vivant de votre monde intérieur. Prenez un outil, la présence. Allumez votre four intérieur avec curiosité. Et souvenez-vous, la véritable lumière n'efface pas les ombres, elle les éclaire.